Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus. Merci pour votre présence ici ce soir. Alors, nous sommes ravis de vous avoir pour cette conférence organisée par un collectif de Honduriens résidant en France. Donc, c'est une conférence qui vise donc après la grande émotion suscitée suite à l'assassinat de Berta Cáceres, de revenir un petit peu sur la situation au Honduras et justement donner une place également à la réflexion, à l'analyse, à la discussion aussi autour de cette situation sociale, politique qui est grave et qui forcément nous interpelle sur beaucoup de problématiques, des problématiques également plus globales auxquelles nous reviendrons. Donc pour commencer très rapidement, Berta Cáceres, comme on le sait tous, une dirigeante indigène, cofondatrice du COPIN, Conseil civique des organisations populaires et indigènes du Honduras, a également été lauréate en 2015 du prix Goldman pour l'environnement. Elle a été assassinée donc, le 2 mars dernier et malheureusement cet assassinat a été également suivi d'un deuxième assassinat d'un autre membre du COPIN, Nelson Garcia. Un des combats de Berta Cáceres, c'était sa grande opposition à la construction du complexe hydroélectrique Aguasarca, visant donc la privatisation de la rivière sacrée Gualcarque, source majeure d'eau et de nourriture. Mais bon, je reviendrai, je ne vais pas m'attarder dessus parce que mes camarades vous en parleront plus en détail. Ces deux meurtres sont exemplaires des violentes attaques contre les militants des droits humains au Honduras et de l'environnement. Depuis le coup d'État, donc surtout depuis les coups d'État qui a renversé le gouvernement de Manuel Zelaya en 2009. Mais ces assassinats s'inscrivent également dans une politique économique hondurienne. C'est une politique économique extractiviste sur laquelle mes camarades reviendront plus en détail également. En attaquant Berta Cáceres, c'est tout un symbole de la lutte et de la résistance hondurienne qu'on a essayé d'abattre justement. Et nous sommes aussi aujourd'hui, donc non seulement pour comprendre les enjeux politiques, économiques, sociaux qui se cachent derrière ces assassinats, qui se dissimulent derrière ces assassinats, mais aussi de comprendre, essayer de réagir face à cette atrocité et trouver peut-être des solutions communes de convergence pour lutter ensemble contre l'impunité et dénoncer aussi ce qui se passe au Honduras. Juan Orlando Hernández, ahora declarado nuevo presidente de Honduras por el Tribunal Supremo Electoral, otorgó una cantidad, yo creo que unos 50 concesiones a diferentes 47, diferentes empresas nacionales y extranjeras. Sobre todo sobre la cuestión de la minería, pero también construir represas. Que hemos vivido en un país que ha sido un enclave desde hace, ya centenares de años, enclave minero, enclave maderero, enclave frutero, enclave maquilero. Hoy vamos a hacer enclaves con ciudades modelo. ¿Ya? Y por supuesto siguen esos males de siglo, minería y entrega de bienes comunes de la naturaleza a las transnacionales. Entonces estamos viviendo un enclave dirigido por las transnacionales con un Estado que se va a volver cada vez más servil de esas transnacionales. Todos los marcos jurídicos están hechos para eso, se están cambiando, adecuando para eso, no importa a costa de qué, no importa que sea a costa de la vida de los pueblos, de sus derechos colectivos, de sus derechos humanos. Todo ese proyecto de enclave, de dominación, de saqueo, de privatización está acompañado precisamente de un proyecto de militarización. Y desde esa lógica de la privatización para concentración de grandes ganancias es que están haciendo estos proyectos. Y por supuesto que la gente y nosotros mismos tenemos un debate sobre la energía, cómo buscar maneras alternativas para las comunidades.
Nosotros como COPIN acompañamos unas propuestas comunitarias de generación de energía que ningún estado y ningún organismo de esos que hablan tanto de energía verde y todo este cuento, nadie lo quiso apoyar. Entonces esas concesiones que van amarradas a concesiones mineras, porque esta es otra cosa importante, que hay un tema fundamental que es el concepto de desarrollo. ¿Desarrollo para quién? Desarrollo desde el concepto del Banco Mundial, que ha financiado más de 800 millones de dólares ahorita a esas empresas hidroeléctricas. Y hemos hecho una crítica de cómo incluso los mismos fondos, por ejemplo el Banco Mundial se prepara a financiar 3.4 millones de dólares al gobierno hondureño, y hemos hecho denuncias de cómo esos fondos quedarán entre las agencias, las empresas y la burocracia gubernamental. Que esa lucha no es de ahorita y ellos han venido desde ese entonces con todo ese cuento del desarrollo que hablábamos, de que ofrecen empleo, que nosotros sabemos que el proyecto hidroeléctrico de Aguasarca después no va a necesitar ni 25 personas para funcionar. ¿Y qué necesitan? Personal que son especializados, ingenieros. En la comunidad no ha alcanzado esa oportunidad, ¿verdad? Y además el río, eso es algo importante, el río nunca va a volver a ser de las comunidades. Entonces, ellos les han ofrecido mireías, les han ofrecido casas, colegios, carreteras, energía eléctrica, bueno, de todo. Hay un punto de discusión siempre en el COPIN y cuando se hacen las asambleas indígenas, no solo en Río Blanco, sino que en Concepción, en Colomoncagua, en Yamaranguila, en San Francisco Lempira, en Piraera, en Yarula, en La Paz Centro, en Santa Elena, en Intibucá, en otros lados, que el tener derecho a una escuela, una carretera, es un derecho humano de las comunidades, que el Estado está obligado, y no es a costa de la privatización de sus bienes de la naturaleza, que tienen que tenerlo. La idea de los proyectos de la red es privatizar el bosque, donde las concesiones van a ser otorgadas a una empresa o a una fundación con discurso ecologista, financiado por los mecanismos de desarrollo limpio, que están favoreciendo a estas empresas, y que en la lógica de los proyectos no impone ningún límite a las transnacionales que contaminan el planeta. Y el pueblo lenca no acepta la privatización del bosque, es de las comunidades. Por parte de los sectores que promueven la red, no hay ningún planteamiento sobre eso. O sea, es como cuando han hecho los proyectos mineros o hidroeléctricos en Honduras. Que tenemos casos emblemáticos como el Valle de Siria, por ejemplo, donde no les importó qué iba a ser de la vida de las comunidades, cómo iban a obtener el agua, ni siquiera en sus medidas de mitigación que le dicen ellos se contempla para dónde ir a la gente cuando sea desplazada. Moi, je vais donc parler surtout des thèmes principaux que Berta Cáceres a touché pendant les extraits que l'on vous a montrés sur cette vidéo. Et le premier que je voudrais commencer par parler, c'est le thème du projet d'Aguasarca. Mais avant de parler de ça, comme le soulignait ma camarade ici, le Honduras est un pays qui a tendance à beaucoup se baser sur une économie extractiviste en pensant que leur seul point fort en termes d'avantages comparatifs, en tout cas, c'est ce qu'ils possèdent dans les sous-sols ou sur la terre. C'est-à-dire des matières premières qui sont là et que, dans cette vision-là, le Honduras n'aurait que ça à offrir. En termes de méga-projets, il y en a énormément en cours et aussi où il y a des ambitions d'autres projets, des projets de niveau énergétique pour construire des barrages, miniers, mais aussi forestiers pour le bois. Et de même que agricole. Le Honduras a connu dernièrement, dans les 15 dernières années, une forte augmentation de la production de la palme à huile africaine qui, dans le nord du pays, est en train de remplacer au fur et à mesure toutes les petites agricultures de petite et moyenne taille pour les remplacer par cette immense monoculture gérée par des propriétaires terriens ou des transnationales. Mais je reviendrai sur ça peut-être pour une autre présentation.
ici, je voulais toucher donc spécifiquement le cas du projet Aguasarca. Quelques jours après le coup d'État, pendant le gouvernement de facto, en fait, Honduras, sous la présidence de Roberto Micheletti, le 24 août pour être exact, le gouvernement a donc octroyé 47 concessions du pays, un peu partout, surtout dans les territoires adjacents à des rivières. En fait, ils ont octroyé donc 47 concessions, comme l'a souligné Berta. Le projet d'Aguasarca, qui donc se déroule qui est un projet donc de barrage pour produire de l'électricité sur la rivière de Gualcarque, a reçu tout de suite une nette opposition de la part du Coping, tant pour des raisons culturelles. Le Gualcarque est une région en fait est une rivière surtout sacrée pour les Lencas, qui vient d'un héritage maya en fait. Pour d'autres raisons aussi, c'est surtout, je pense que c'est très compréhensible quand tout d'un coup une communauté se voit imposer un projet duquel ils n'ont pas fait partie au début. Comme souvent dans ces méga-projets, il n'y a pas eu de collision, il n'y a pas eu d'entente, en tout cas au préalable, avec les communautés qui y vivaient. C'est souvent des accords qui se font en amont entre ces transnationales et le gouvernement, et puis un jour, à la surprise, voilà, vous n'avez plus vos terres parce qu'il s'agit de construire un projet pour le développement. Berta le souligne bien dans sa vidéo d'ailleurs, elle parle de développement, mais développement selon le concept de qui? Car ces méga-projets qui sont financés entre autres par des fonds d'inversion privés, mais aussi des organismes multilatéraux tels que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, ont des optiques selon lesquelles ces projets vont permettre donc la création de plein d'emplois, générer plein de revenus, et aussi l'extraction de ressources par définition est source de richesse, qui est toujours donc l'objectif primaire selon ces organismes. La croissance, la croissance, la croissance. Dans tous les cas, pour mettre un peu dans le contexte ce que ce barrage représente, c'est-à-dire la production d'énergie qui était surtout faite en fait pour être revendue à l'extérieur, car même si on ne l'a pas mis dans les extraits de cette vidéo, il faut savoir que le Honduras souffre d'un immense déficit énergétique, en sachant qu'il y avait un ingénieur avec lequel j'avais travaillé pendant un stage qui m'avait dit que à peine 10-15% de tout le potentiel hydraulique est utilisé dans notre pays. Et autant on peut comprendre la raison de projets tels quels pour alimenter en électricité un pays dont 25% n'a pas accès à l'électricité courante. Donc en ce sens-là, on peut comprendre la nécessité de ce genre de projet, mais pas quand il se heurte aussi brutalement à des demandes ou même tout simplement à des communautés qui n'ont rien demandé. Et c'est bien là le problème. Un autre aspect en fait qui n'est pas pris en compte dans ces projets lorsqu'ils sont programmés par les transnationales, c'est l'impact social, culturel et environnemental. Tout ça, Berta le souligne. Déjà, de une, la rivière, une fois que la concession a été donnée, la rivière ne sera plus à eux. Là, pour le coup, la concession de l'entreprise chinoise Sinohydro, qui est donc la plus grande entreprise de construction de barrages au monde, et qui a été repoussée par donc, le Coping en fin décembre, après des années et des années de lutte. Ils sont quand même repartis pour que quelques mois après, une nouvelle entreprise arrive sur le terrain, avec aussi en vue d'exploiter ce potentiel hydraulique qu'il y a à exploiter. Donc, je voulais aussi parler du projet du Barwagwan, qui ici n'est pas mentionné, mais c'est un projet aussi pour lequel Berta s'est battue. En fait, c'est dans le nord-est du pays aussi. Il y a des communautés Lencas, car c'est une communauté indigène qui s'étend sur une frange importante depuis l'ouest jusqu'à l'est du Honduras. Des communautés ont fait appel à Berta Cáceres pour qu'elle et son organisation, le Coping, les aident à se défendre contre le projet du Barwagwan. Alors il y avait de deux types, un projet énergétique qui était pour construire aussi un barrage, et un autre qui concernait des producteurs qui se faisaient exproprier ou sortir de leurs terres, parce que leurs terres venaient d'être achetées pour la production et la monoculture de palme à huile africaine. Je vais toucher surtout plus spécifiquement le thème de comment ces transnationales s'approprient en fait ces terres. Berta a clairement indiqué, et d'ailleurs ça c'est une violation flagrante des droits de propriété justement, car la plupart de ces gens sur ce territoire ont des titres de propriété, soit
Ils sont vieux, mais ils sont là, existants, et ce sont des droits de propriété que le gouvernement hondurien a tout simplement écartés pour les céder à travers ses concessions aux transnationales. Les transnationales, telles que par exemple Minelco, qui était en outre intéressé par construire un autre projet d'un barrage électrique au Honduras, une entreprise donc allemande, états-unienne, entre autres, avec d'autres entreprises chinoises et des entreprises aussi latino-américaines. Déjà, elles rachètent les terres souvent sous des conditions où les termes légaux ne sont pas souvent très clairs. Bertha a expliqué dans un autre documentaire qu'il a souvent des difficultés pour communiquer avec l'État par rapport à qu'est-ce qui peut être cédé ou pas en tant que terre. Parce qu'il y a une constante révision des lois. Par exemple, avec cette loi du 24 août, qui a octroyé 47 concessions, ça a mis, ça a complètement annulé les lois antérieures qui avaient voté, déterminé que ces territoires ne pouvaient pas être cédés parce que ils ont un statut de réserve privée, pour ainsi dire, dans le sens de préservation environnementale. Souvent, Bertha parlait d'un processus de militarisation, car ces entreprises, au début, elles arrivent et elles proposent aux communautés, justement, qui s'organisent, elles leur proposent de leur offrir des écoles, des routes, des commerces, des collèges, et ça doit, comme le dit Bertha, ça ne doit pas se faire, justement, ça c'est une tâche qui revient à l'État. Et pour le coup, je pense que c'est le plus intéressant et le plus important à tirer de cette leçon, c'est que les conditions que les entreprises veulent offrir aux citoyens ne devraient pas venir de l'entreprise, mais de l'État. C'est l'État qui doit se charger de construire ces routes qui arrivent jusqu'aux communautés, de même que des écoles, et des collèges, et des hôpitaux aussi. Si jamais cela ne marche pas, l'entreprise peut avoir souvent recours à des pots de vin. Des pots de vin qui ont souvent tendance, comme en Amérique latine, à diviser les communautés ou les mouvements en tout cas de protestation. Mais pour finir, je voulais parler d'un dernier mouvement et que Bertha a mentionné. Elle parle souvent dans cette vidéo d'agences, ou en tout cas de fondations, dans lesquelles elle s'oppose aussi à ces projets. Vous me direz des fondations ou des agences qui ont une connotation d'agence pour l'environnement. En fait, il y a un certain Marcos Glauser, un sociologue paraguayen, qui a fait une étude pour la fondation Rosa Luxemburg en 2009 au Paraguay, et où sa conclusion principale était que 20% du territoire paraguayen appartenait à des étrangers. J'ai trouvé cette étude très intéressante et hélas, j'aurais bien voulu avoir un chiffre ou des statistiques pareilles à vous présenter en Honduras, mais hélas, de telles études n'ont pas encore été faites. Seulement voilà, je fais le parallèle parce que Bertha parle aussi d'agences, justement, qui sont en fait des façades, qui sont souvent des agences qui sont créées par des transnationales pour prétendre s'approprier de parcelles de centaines d'hectares, souvent des milliers, pour qu'ils soient sous le statut de une conservation de l'environnement, et ainsi ils ont des statuts spéciaux. Par exemple, le statut qui dit que une terre qui est sous cette réserve privée ne peut pas être expropriée, de par son statut même de préservation de l'environnement. Ainsi donc, ces entreprises, je vais citer pour faire la comparaison, par exemple, quand on reprochait au Japon d'exploiter trop les ressources de mer et que le Japon envoyait ensuite des expéditions scientifiques, il a été découvert que ces expéditions scientifiques étaient juste une couverture en fait pour aller prospecter de nouvelles zones de pêche. Dans ce même sens-là, ces agences peuvent jouer le même rôle. Ce sont ainsi donc des réserves privées, comme il y en a tellement au Honduras, pour la préservation de l'environnement, mais où sans aucun doute, derrière, il y a des propriétaires terriens ou des transnationales qui font de la prospection pour de nouvelles façons de trouver des ressources, comment elles sont exploitables. Mais bon, je vais passer tout de suite au dernier thème de ma partie en tout cas. Et je voulais offrir dans cette analyse-là peut-être une petite... essayer d'avoir une approche un peu marxiste, où historiquement, tous ces peuples lenkas, ou du moins si on remonte jusqu'au début du XXe siècle, vivaient de façon complètement différente de ce que le monde capitaliste nous prépare aujourd'hui. C'est-à-dire un monde où tout est déterminé par nos modes de vie qui souvent passent par la consommation. En ce sens-là, en des siècles,
ce sont les Lenca et les populations indigènes et paysannes qui se sont vues donc rattrapées par le modèle de ces grandes agro-industries justement qui s'est propagé pendant tout le XXe siècle. Et d'ailleurs mon camarade touchera ce thème après de la République bananière. Mais le point où je veux arriver, c'est que ces modes de vie non capitalistes, pour dire ainsi, au fur et à mesure que ces paysans se sont retrouvés dépourvus de leur outil de production, de même que ce qu'ils produisent, tout ça pour justement être des salariés d'une transnationale, fait que, d'une certaine façon, leur mode de vie change et c'est eux qui s'adaptent donc aux nécessités du capital, et je veux dire de là, les machines, les nécessités du marché aussi. Plus on avance dans le temps, et c'est un processus qui met des décennies, il y a ce qu'il appelle donc une soumission donc, de la force du travail au capital, une soumission formelle en tout cas. Et au-delà de cette étape, il y a une soumission réelle qui en fait est que cette soumission au capital s'étend au-delà du cadre de travail. C'est-à-dire que le capital, dans un certain sens, dans notre façon de vivre, nos normes, nos valeurs, qu'on le veuille ou pas, a des influences sur notre façon dont nous vivons au quotidien. Et je voulais juste donc faire le parallèle avec un article que j'ai lu d'un ami qui parlait de le concept de liberté substantielle, qui était un concept donc donné par Amartya Sen, prix Nobel de l'économiste. Et ce concept de liberté substantielle, c'est la capacité d'un individu lambda à pouvoir choisir les normes, les valeurs, le mode de vie qu'il désire. Et tout ça pour dire que avec cette subordination, cette soumission réelle qu'il existe aujourd'hui pour les paysans et pour des agriculteurs tels que les Lencas, qui ont un mode complètement différent de ce que une entreprise va pouvoir leur apporter, c'est-à-dire les échanges ne sont pas pareils, la façon dont ils produisent, pour qui ils produisent. Et bien tout ça pour dire que ces communautés, dans cette soumission réelle, n'auront plus beaucoup de liberté substantielle. C'est-à-dire que si jamais ils décident de vouloir vivre tel quel qu'ils le croient, comme leurs ancêtres le croyaient, ou en tout cas avec les valeurs qu'ils veulent continuer à vivre, en vérité il n'y a qu'une seule option, c'est s'opposer, et par défaut, c'est forcément une lutte. Donc dans ce sens-là. Sans dire plus, je passe donc la parole à Alonka Céleste. Monsieur, dames, bonsoir. Ce soir, je voudrais bien vous parler des mouvements sociaux. Alors, bien évidemment, je n'aurai pas tout le temps de vous parler de tous les mouvements sociaux qui se sont produits au fil des années. Je vais donc juste me focaliser sur deux mouvements sociaux qui, à mon avis, me semblent les plus importants. Il faut savoir donc, que je vais aborder la grève bananière de 1954 et le mouvement social qui a été créé en 1993 par Berta Cáceres, le COPIN. Donc, avant d'aborder la grève bananière de 1954, il faut bien donc que je vous donne un peu de contexte historique afin que vous puissiez comprendre ce qui se passait. Donc, pour cela, il faut revenir un peu plus d'un demi-siècle en avant. Donc, on se situe bien dans la fin du XXe siècle, dans laquelle la production bananière n'était assurée que par des petits producteurs locaux et quelques entrepreneurs étrangers de nationalité états-unienne. Cette production se situait au nord du pays et dans la région insulaire, notamment dans l'île la plus grande qui s'appelle Islas de la Bahía. À cette époque-là, la commercialisation de la banane n'était assurée que par des entreprises étrangères d'origine nord-américaine. Ce n'est qu'au début du XXe siècle que ces entreprises commencent à avoir un intérêt dans le marché de la banane et donc elles commencent à entamer un dialogue avec le gouvernement de l'époque afin d'obtenir des concessions en contrepartie d'une obligation d'investir dans l'infrastructure du pays. Comme l'a dit Jean-Marc, il s'agit d'une tâche qui est consacrée au gouvernement.
Cette obligation d'investir dans les infrastructures était destinée donc à construire des voies terrestres, c'est-à-dire des voies ferroviaires et routières, mais aussi des voies maritimes. L'objectif était donc de permettre à l'agriculture de se développer, mais surtout, disons-le, de faciliter donc le transport de leurs marchandises. À partir des années 1900, va s'entamer un processus donc de concentration du marché de la banane au sein de quelques entreprises étrangères, afin donc de aboutir donc à un processus de monopolisation de ce marché. Bien évidemment, ce processus ne concerne pas que le Honduras. Il s'agit aussi bien de l'Amérique centrale que de l'Amérique latine. Juste à titre d'information, la célèbre United Fruit Company, rien qu'en 1913, possédait déjà l'équivalent de 1/3 de la région de Île-de-France, soit à peu près 38 fois la superficie de Paris intramuros, de superficie cultivable. Et l'équivalent aussi d'un aller-retour Paris-Toulouse de voies ferroviaires. Bien évidemment, comme je vous ai parlé, entre 1954 et 1913, il y a plus de 40 ans d'exploitation agricole. Vous pouvez bien imaginer que ce chiffre-là ne pouvait que s'accroître. Bien entendu, grâce à la complicité du gouvernement, il y a eu de nombreuses expropriations de territoires qui appartenaient à des producteurs locaux, qui forcément a causé cette augmentation. Grâce à ces concessions, mais aussi à l'absence de droits sociaux pour la masse salariale, ces compagnies bananières avaient la voie libre pour mettre en place une exploitation agricole qui était très profitable. Évidemment, cette masse salariale était dépourvue de tout droit social et donc était dépourvue de toute norme d'hygiène et de sécurité. Tout ceci donc a provoqué donc la grève de 1954, qui donc a reçu le support non seulement de mouvements étudiants de la capitale Tegucigalpa, mais aussi d'autres industries telles que le bois et l'acier et d'autres produits intermédiaires. Malheureusement, ce mouvement n'a eu qu'une victoire partielle, notamment à cause de la participation du gouvernement et la trahison de certains leaders du mouvement qui ont décidé donc de créer un comité général de grève qui a mis en place un accord qui ne revendiquait que partiellement les mesures que ce mouvement essayait de revendiquer. Maintenant, j'aimerais bien vous parler donc du COPIN. Donc, tout d'abord, j'aimerais bien vous parler de Berta Cáceres. Donc, Berta Cáceres était une indigène lenca. Elle est connue sur le plan national, mais aussi international, à travers sa lutte en faveur des peuples indigènes et la protection de l'environnement. C'est grâce à ces luttes qu'elle a atteint l'admiration et la reconnaissance de milliers de personnes. Ses origines modestes lui ont permis de connaître de près les besoins de son peuple. Et bien évidemment, elle était originaire de la communauté lenca, principale ethnie du Honduras. Donc un des peuples indigènes parmi une dizaine qui habitent le pays. Elle était mère de 4 enfants et la principale promotrice de la lutte contre l'installation d'une centrale hydroélectrique prévue dans le nord-ouest du pays. Comme l'a dit Jean-Marc, promouvoir la défense de l'environnement lui a valu le prix Goldman Environmental en avril 2015.
En 1993, elle décide de créer le Conseil civique d'organisation populaire et indigène du Honduras, soit le COPIN, entité chargée de veiller à la protection des droits à la communauté lenca. En 2013, la Commission interaméricaine des droits humains a émis un rapport dans lequel il dénonçait l'absence de mesures de sécurité pour lutter contre les nombreuses violations aux droits humains. Et elle avait aussi émis un rapport pour le gouvernement afin qu'il puisse mettre en place des mesures de précaution pour garantir la sécurité de Berta Cáceres. Bien évidemment, vous savez comment l'histoire a fini. Pourquoi je vous parle de ces deux mouvements? En fait, c'est parce que j'aimerais bien établir un lien entre la fiction et la réalité. Fiction et réalité, pour ceci, il faut que je vous cite donc un auteur, un écrivain hondurien qui s'appelle Ramón Amaya Amador, écrivain et journaliste hondurien qui, en 1945, bien avant la grève bananière, a écrit un livre qui s'appelle Prisión Verde, dont je vous incite, si vous êtes un peu curieux, de le lire, qui peut se trouver bien sûr en français. Prison verte. Prison verte, voilà. Ça s'appelle Prisión Verde, Prison verte. Dans lequel il décrit donc la situation des des ouvriers dans les industries agricoles. Ce livre donc fait partie d'un des premiers ouvrages sur donc la narrative bananière. Et il s'inscrit donc dans ce que l'on appelle le réalisme socialiste. Et j'aimerais bien donc ce soir établir un lien entre ce qui s'est passé entre Berta Cáceres et ce qui se passe dans le livre, sans trop vous gâcher donc l'intrigue, parce que j'aimerais bien que vous le lisiez si vous avez l'opportunité. Puis ceux qui le connaissent sauront de quoi je parle. Le principal héros entre guillemets du livre donc se fait assassiner avec la complicité du gouvernement par un colonel, un militaire, et afin d'arrêter donc le mouvement social qui avait éclaté face à l'injustice sociale que les ouvriers faisaient face. J'établis ce lien aussi parce que en fait, même si on ne peut pas donc établir un lien entre l'assassinat de Berta Cáceres et le rôle du gouvernement actuel, on peut tout de même reprocher au gouvernement le fait qu'il ait été aussi passif, notamment lorsque une commission ait établi donc des mesures de précaution pour garantir sa sécurité. Como organizaciones sociales indígenas mantengamos nuestra independencia a cualquier sector partidario, como en el caso de nosotros lo hemos hecho, y es un principio en el COPIN que no podemos depender de ningún partido, ni gobierno, ni agencia, ni de nadie, sino que nosotros somos las comunidades y que tenemos un papel, una naturaleza propia como movimiento social que debemos de mantenerlo, que no quiere decir que no podamos coincidir en un proyecto histórico emancipador, pero que surja desde el pueblo hondureño, desde esa diversidad. Entonces, como COPIN, nosotros somos del Frente Nacional de Resistencia Popular, pero no del Libre. Respetamos la decisión de la Asamblea, respetamos la decisión de quienes creen en esa apuesta, y nuestro aporte es seguir haciendo la lucha, ¿verdad?, en las calles, en contra de la dominación, en propuestas que tenemos, porque las tenemos, propuestas refundacionales, incluso en la posibilidad de una constituyente refundacional, porque no queremos que sean otros
otras que hablen por nosotros, sino que salga desde nosotras y nosotros mismos, ¿verdad? Y en una construcción colectiva donde nos juntemos no solo los pueblos indígenas, sino que todos y todas los que estamos en la resistencia, tomando en cuenta que la diversidad es una riqueza, no debe ser un estorbo. Y también con la idea de no uniformar los pensamientos, sino que más bien desarrollar la capacidad, la audacia de engarzar todas esas propuestas y que esa sea la propuesta de vida del pueblo hondureño. Ya van 3 dirigentes de Libre, candidatos a diputados, compañeros con alto perfil dentro de Libre y dentro del Frente Nacional de Resistencia Popular. Y eso es muy preocupante porque nosotros, asesinados, incluso, hace unos días asesinaron a otro joven en Olancho. Y bueno, yo creo que esto, y es la lectura que hacemos, va a profundizarse en Honduras la represión contra todos los luchadores y luchadoras. Como Copín, creo que en los primeros 2 años del golpe nunca habíamos recibido tantas amenazas como hoy. Nos han asesinado el 1 de mayo a un compañero del Copín, indígena, joven, que luchaba contra las represas para que no se privatizara su río ni su territorio. Y ayer han hecho un atentado criminal contra 2 compañeros que también tienen alto perfil en la dirigencia del Copín. Se desplazaban desde una zona de recuperación de tierra que tenemos en la Cuchilla, Santa Bárbara, una recuperación de tierra que hemos mantenido desde el 16 de abril. Y en Honduras no está nada escrito, decimos nosotros. Prevemos más militarización, más ocupación militar de Estados Unidos, que abrió 4 bases militares después del golpe de Estado, además de Palmerola, que ya la han tenido siempre. Y también vemos que la impunidad será creciente aún más. Más fortalecimiento de los aparatos, de las estructuras militares, por ejemplo, con el Plan de Seguridad para Centroamérica, que incluso los organismos financieros tienen contemplado dar financiamiento en préstamo, o sea, para los ejércitos y las policías que asesinan al pueblo hondureño. Santos Alberto Domínguez, joven de 24 años de la comunidad de San Bartolomé, fue asesinado por miembros de la Policía Nacional en frente de su madre, una indígena anciana, que trató de impedir su asesinato. Posteriormente, después de eso, ha sido amenazado sus hermanos. Esta es otra zona que las comunidades se han mantenido, siempre ha vivido ahí, pero han llegado terratenientes y hay amenaza de construcción de una represa y de concesionamiento, privatización de su río, y de una empresa minera también que no se identifica, no dan a conocer sus nombres, y a la par de la represa quieren hacer la explotación minera porque ya saben que hay metales, ¿verdad?, para explotar. Entonces él estaba en esa lucha. Bonsoir à tous et à toutes. Franchement, je suis content de voir toute cette solidarité avec la lutte en Honduras. Et tous ces gens qui les traversent, qu'est-ce qui se passe là-bas, qu'est-ce qui se passe à l'autre côté du monde. C'est une chose intéressante. Et pour moi, franchement, mes camarades, si vous pouvez m'aider avec la langue française, s'il vous plaît. Et il y a un célèbre écrivain qui s'appelle Eduardo Galeano, je crois que vous connaissez Eduardo Galeano. Et Galeano disait, je crois que je me sens un petit peu dans la situation que de temps en temps, il y avait des gens qui le demandaient comment ça marche l'Amérique latine.
Et il disait que parler de l'Amérique latine, c'est comme une larme qui coule sur le visage d'une femme avec la douleur. Honduras se situe stratégiquement dans le centre de l'Amérique centrale. Et mes camarades ils ont parlé de l'histoire d'Honduras, la République bananera, et aussi on a parlé un peu de la politique internationale. Bon, en fait, comme vous savez, on vit dans un modèle économique un peu difficile, mais c'est pour ça qu'on est là, parce qu'on va se bâtir, ce modèle économique. Non? Et bon, en 1970, il y avait des dictatures militaires en Honduras et il y avait une république bananière. En 1980, il y avait aussi des guérillas en Nicaragua, au sud. Malheureusement, on n'a pas eu le temps pour faire un map, mais de point de vue imaginé aussi. Et, au sud de Nicaragua et au est de El Salvador. El Salvador, il y avait la guérilla, il y avait le Farabundo Martí para la Libération Nationale. Et en Nicaragua, c'était le Frente Sandiniste de Libération Nationale. Et Honduras, qu'est-ce qui s'est passé en Honduras? Honduras, c'était la base militaire nord-américaine plus forte de la région. Pour empêcher toutes ces révolutions qu'il y avait en Nicaragua, qu'il y avait un petit peu en Guatemala aussi, et El Salvador. Historiquement, comme Berta a dit, je ne sais pas si vous avez vu la présentation, l'entretien, c'est qu'effectivement Honduras a été base principale des stratégies militaires, économiques, politiques, tout ça. Et après les années, bon, en 1980, il y a eu des disparus, comme on dit, des disparitions, et il y a eu la répression, et il y a eu beaucoup d'étudiants qui sont disparus, les maires, ils les cherchent jusqu'à aujourd'hui. Et après est arrivé les 1990, tous les exilés sont rentrés en Honduras, et, pardon, j'ai oublié une chose super intéressante. En 1980, le temps qu'il y avait beaucoup disparus, a commencé la démocratie en Honduras. Pour la première fois, pas pour la première fois, mais en 1982, il y a eu un constituant, une assemblée constituante, s'il vous plaît. Assemblée constituante. Voilà. Et était composée pas pour tous les secteurs sociaux. Ça veut dire il y avait des représentations indigènes, il y avait des représentations des ouvriers, des syndicats, il y avait des représentations des mères célibataires, il y avait des représentations de tout ça. Mais il y a eu un constituant. Constituant de quoi? De qui? C'était effectivement des secteurs plus puissants économiques et politiques de Honduras. Ils s'étaient appuyés sur ça. Ils ont mis en place la constitution. Voilà, a été créé pour le service des grandes entreprises et transnationales, et comme on vit dans un système capitaliste, voilà, vous pouvez penser qu'est-ce que c'est SWIFT. Et c'était en 1982, en 1990, tous les exilés ils sont rentrés en Honduras. Et il y a eu l'application des premières politiques néolibérales entre 1990 à 2000. Il y a eu un parti politique qui s'appelle l'Unification démocratique qui a été formé aussi par des gens de gauche qui sont venus. On est arrivé à l'année 2000. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais dit qu'en 1993 a été créé, Berta Cáceres a été créé les COPIN. Créé les COPIN. Et qu'est-ce que dit ça? Au nord de Honduras, au sud de Honduras, il y avait des petites cellules, il y avait des mouvements sociaux. Mais jusqu'à l'année 2000, a été créé une organisation qui s'appelle Bloc Populaire, qui a été composée par différents syndicats et des étudiants, beaucoup de secteurs. C'était l'année 2000.
heureusement, je suis parti, franchement. Et j'étais parti de tout ce mouvement, heureusement. Et après, dans l'année 2003, a été créée la Coordination nationale de résistance populaire. Écoutez, je ne parle pas de coup d'État, je parle de 2003. La création de la Coordination nationale de résistance populaire, c'était le nord, le sud, ouest, est, de tous les mouvements sociaux, et il y avait dedans, il y avait représentation indigène, il y avait représentation lesbico et transsexuelle au Honduras. Et il y avait beaucoup de représentation des syndicats, des travailleurs et bon, de tous les secteurs. Si vous pouvez m'aider, ça va. Hein. Et du coup, il y avait un grand mouvement social jusqu'à 2005. Il y a eu des sélections. Et un monsieur qui s'appelle Manuel Zelaya Rosales, plus connu comme Manuel Zelaya, a gagné les élections. Manuel Zelaya, c'est un fils de terrateniente, de grands propriétaires terrain, c'est que vous connaissez, terrien. Et personne imaginait que Mel allait faire des choses historiquement honduras en pro des peuples. Tout le monde, on est la résistance, on est sorti à la rue. Manuel Zelaya a pris le pouvoir. Et elle a commencé à faire des choses un peu bizarres. Comme quoi. On était à la gauche dans la rue, mais elle a commencé à faire des licitations publiques pour acheter du pétrole. Parce qu'il y avait un monopolio, que c'était la Texaco Shell Chevron, qu'ils avaient le pouvoir d'acheter le pétrole et de processer toute la distribution et tout ça. Mais elle a fait la première chose qui dit, ok, on va faire une licitation publique et on verra. On va prendre ce qu'il faut moins payer. Ouais. Qui offre le pétrole moins cher en fait pour être importé et redistribué en durable. Ça lui a donné des problèmes parce qu'il a commencé à avoir des problèmes avec les entrepreneurs de la distribution de pétrole, tout ça. Et après, effectivement, ces gens-là, les entrepreneurs, ils sont allés à l'ambassade nord-américaine. Parce que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui passe avec ce président qui met la main où il ne doit pas mettre la main? Bon, c'était une des autres choses. Et à ce moment-là aussi, il y avait les mouvements sociaux dans la rue. Ils ont commencé à demander beaucoup, toutes les demandes sociales qu'il y a. Et Mel a commencé à s'approcher à un mouvement social jusqu'à un point, je me souviens très bien que Mel était dans la rue avec les autres mouvements sociaux, un président dans la manif. Franchement, elle n'a pas eu la chance, franchement. Et tout le monde a commencé à les griter, à crier, à crier. Et pouf, malheureusement, Mel est parti, elle s'est rendu compte qu'il n'avait pas d'amour entre le mouvement social et lui. Mais après, il a commencé à faire beaucoup de choses par rapport aux droits humains, les travailleurs et tout ça. Le salaire minimum aussi. Il a augmenté le salaire minimum et après, il a fait une chose un peu bizarre aussi. Parce que pour la première fois, il a commencé à faire des relations diplomatiques avec le gouvernement de Cuba. Et bon, c'était pour la droite un sujet un peu délicat. Voilà. Et après, Mel a commencé à avoir des relations, comme vous pouvez voir dans ces photos-là. Bon, on a, comme vous pouvez apercevoir, il y a un type de photos. On ne parle pas seulement des choses négatives. Malheureusement, on n'a pas l'argent mensuel pour démontrer la culture hondureña. Voilà. Et il y a des photos aussi. Et ces photos-là, c'est Mel avec Evo et Hugo Chávez et Correa. Parce que Mel a commencé à avoir des sympathies avec l'eje del mal. L'axe Non, je vous jure. Non, c'est vrai. L'axe du mal. Ouais. Et bon, et après Mel a signé. Ouais, a signé les tratados et elle est rentrée à l'Alba,
l'alternative bolivariana de los pueblos. En français, c'est, Daniel? Le peuple d'Amérique. Alternative bolivarienne du peuple d'Amérique. Alternative bolivariana del pueblo d'Amérique. Voilà, avec Chavez et tout ça, et on a commencé à avoir des pétroles pas chers. Et on a eu des programmes sociaux pour les populations. Effectivement, la population, la gauche avait un problème parce qu'elle ne savait pas si soutenir ou non Amel. Parce que historiquement, on n'avait pas un président comme ça. Et le bien de la droite, c'est pas possible. Non, mais c'était pas seulement de dire non aussi. C'était un peu difficile. Et après, Mel a eu un problème avec les médias, les médias parce qu'ils sont des entreprises privées. Et après, parce qu'il n'y en a pas trop de temps. Et Mel a demandé de faire un référendum en Honduras. Faire un référendum en Honduras et elle a demandé si en Honduras les élections sont comme ça. Il y a une urne pour les présidents, il y a d'autres urnes pour les maires. La mère. Et la troisième, c'est pour choisir les députés. Mais Mel a dit, c'était mai de juin de 2009, mais elle a dit, est-ce qu'on peut faire un référendum de mettre en place d'autres urnes? Une quatrième urne. Mais pourquoi quatrième? Qu'est-ce qu'elle demande? Qu'est-ce qu'elle demande? Bon, elle demandait que si vous êtes d'accord ou non de faire une nouvelle assemblée constituante. Ça veut dire de faire encore une fois une nouvelle constitution. Vous pouvez m'aider. Et de faire une nouvelle constitution parce qu'il a dit je ne peux pas travailler avec ces constitutions parce que ces constitutions ont été créées pour des gens qui ne représentent pas les pauvres. Elle le limitait beaucoup. Voilà. Et c'était un 28 de juin de 2009 quand je crois que tu étais là-bas, non? Bon, le matin à 5h matin, vous avez un rêve, je ne sais pas quoi, et après, des avions cassent à traverser la ville de Tegucigalpa, la capitale de Honduras. Tout le monde est sorti. Il faut dire aussi que la résistance avait déjà, il soutenait Amel. Et il y a eu un coup d'État. À 5h au matin, les forces armées ils sont rentrées chez Mel. Mais elle était en pyjama, oui. Et ils l'ont envoyé à Costa Rica, à l'aéroport de Costa Rica, en pyjama. Comme je vous ai dit, franchement, je n'ai pas trop. Mais après ça, il y a eu un mouvement très fort. On a créé le Front National de Résistance Populaire, que c'était le mouvement social très fort. Pendant 450 jours, tous les jours, on marchait sur les rues. Après ça, mais les rentrées, je vais faire un petit peu vite ça, parce qu'après on va parler de tous les différents sujets. Et bouf, mais les rentrées en Honduras, c'était une autre histoire. Et après le Front National de Résistance Populaire, après les 450 jours, mais il est rentré et il a dit, il est rentré avec toutes les portes ouvertes, tout le monde l'attendait dans l'aéroport, c'est une chose historique aussi, mais il y a d'autres choses historiques qu'on va parler. Et mais il a dit, on va faire une assemblée nationale de la résistance. On va faire une assemblée nationale de la résistance. Comme vous pouvez voir, la autre photo là-bas, c'est une photo de... Ça montre combien de jours on était dans la rue. Et il a dit en assemblée, est-ce que vous voulez les pouvoirs, est-ce que vous voulez changer les choses en Honduras? Et tout le monde a dit, ouais. Est-ce que vous voulez vraiment changer les choses en Honduras? Ouais. Ok, on va faire un parti politique pour prendre les pouvoirs en Honduras. Et voilà, c'était comme ça. En ce moment-là, comme vous avez vu, Berta Cáceres, que c'était une des beaucoup de dirigeantes qui est à Honduras, elle a dit, je reste, comme vous avez vu dans la vidéo, elle a dit, je reste, mais je respecte la décision de l'Assemblée.
Hein, on n'est pas des ennemis, pas du tout, tout le contraire. Et voilà, on a fait les parties liberté et refondation. Ça veut dire on va la liberté. Il y a beaucoup de gens qui demandent la liberté. Et refondation, refaire encore une fois les pays, l'État, les institutions, que c'est super important parce que les institutions c'est un grand problème en Honduras parce qu'elles ne marchent pas. Et voilà quoi. Donc, on est allé aux élections et on a subi en fraude. Et maintenant, presque 2 ans après, on est encore une fois dans la rue et on fait la lutte depuis l'Assemblée nationale. Pourquoi? On a perdu les élections. C'était catastrophique. Mais on a gagné des députés. Ça veut dire que pour la première fois, en l'Assemblée nationale de Honduras, on a des députés de gauche. Et ça, c'est une chose que on a gagné de pouvoir et comment on dit, on peut se disputer avec les partis nationaux et les partis libéraux, qui sont les partis traditionnels de Honduras et qui nous ont amenés 25 ans après à devenir le pays plus dangereux du monde sans guerre. Je tenais aussi à dire qu'il y a eu aussi la création d'un 4e parti, le PAC, Parti de l'Anticorruption, qui a aussi profité de toute cette ébullition, en tout cas des mouvements sociaux. Et c'est à partir de la figure d'un journaliste du nom de Salvador Nasralla qui a aussi repris à son compte les velléités des gens et ainsi que des demandes. Et étant donné son charisme et de par le statut qu'il a dans le pays de quelqu'un très connu, au Honduras, tout le monde le connaît parce qu'il est déjà passé à la télé, il a aussi créé donc son parti qui a ses divergences avec Libre, mais dans un certain sens, ces 2 partis offrent au moins une alternative viable aux Honduriens qui ne souhaiteraient plus voter pour le Parti national ou le Parti libéral. Il nous reste à peu près une demi-heure pour qu'on puisse échanger et que ce soit aussi l'occasion pour vous de poser vos questions et qu'on puisse aussi réfléchir ensemble à peut-être pas des solutions immédiates, mais en tout cas une forme de solidarité qui peut naître aussi de ces espaces de parole. Ouais. Et bon, dans mon cas, je devais parler à propos de la résistance et du parti politique. J'espère que je crois que j'ai sorti les choses un peu vite, mais bon, j'ai fini ici et comme ça. Merci pour tout. Juste pour la petite anecdote, avant de finir, pour ceux qui seraient intéressés, qui seraient un peu curieux, vous pouvez aller rechercher sur YouTube certaines interventions d'un journaliste qui réside aux États-Unis. Je ne retiens pas en ce moment son prénom, mais son nom c'est Arce. Alberto Garcia Arce. Il a des interviews très intéressantes à propos de la situation du pays. Et si je ne me trompe pas, peut-être que vous pourrez me corriger si vous lisez le livre dont je vous ai parlé. Lui aussi, il cite dans un des interviews que à l'époque des bananières, il y avait un certain monsieur américain qui avait dit que à l'époque, il était plus facile d'acheter un député qu'un âne. Pour vous donner juste l'idée du niveau de corruption qui régnait à l'époque. Voilà. Il y a un micro là-bas, si vous savez, si vous aimez faire une question. Ouais, là-bas. Juste une courte intervention, j'ai pas besoin du micro. Donc juste pour signaler que les 13 et 14, 15, il y a eu Encuentro de los Pueblos Berta Cáceres Vive, en clair, donc une réunion avec des délégués internationaux. Donc 2 jours à Tegucigalpa et le 3e jour, le 15, il y avait un déplacement sur Rio Gualcarque. Et là, l'ensemble des délégués a été attaqué par un groupe de personnes
vraisemblablement au service de la DESA. Donc ils étaient attendus par un comité d'accueil, une trentaine de personnes armées de machettes et de lance-pierres. Ils ont tiré pas mal de pierres avec la complicité évidente de la police, ça se voit très clairement dans les vidéos. Donc il y a eu un certain nombre de délégués qui ont été blessés. Et on a deux personnes qu'on connaît ici dans ce groupe. Je crois qu'il y avait Hélène Roux, qui est dans cette commission-là. Et on n'a pas de nouvelles. Je ne sais pas si elle a été blessée ou pas, j'espère que non. On a des nouvelles, ouais, c'est bon. Ah, c'est bon. Elle va bien, oui. Enfin bon, il faut savoir que voilà comment fonctionne DESA. Tout simplement, c'est tout. Non, merci Gérard. Franchement, c'est super important ça, de parler, on va parler un petit peu plus sur. Donc bonjour, je souhaite commencer par souligner l'importance et souligner le mérite de cette intervention parce que la situation de droits humains dans les pays comme les nôtres est souvent méconnue dans ce point-là. Et il faut se souvenir toujours que même si le cas de Berta Cáceres a été fait beaucoup parler, fait beaucoup tourner d'encre, ce n'est qu'un parmi les autres. Je vais concentrer mon intervention sur ce qu'a dit Jean-Marc, ce que j'ai trouvé très pertinent. Plus spécifiquement sur sa conclusion qui tourne autour de ce sentiment d'inéluctabilité de la lutte des classes, concept marxiste qui traîne beaucoup. Parce que moi de mon côté, bon, je suis économiste aussi et je sais que je peux avoir mes billets. Mais je trouve qu'il existe une certaine, on peut l'appeler une certaine démonisation dans le discours de la classe entrepreneuriale. Ce que l'on peut comprendre parce que voilà, les élites économiques ont eu le pouvoir et le pays est ce qu'elle est. Est-ce qu'il est par cette concentration du pouvoir dans les élites entrepreneuriales. Mais il faut toujours se souvenir que ce qu'on a maintenant, c'est pas quand on dénonce le capitalisme souvent dans le discours de gauche, on dénonce un type de capitalisme. On dénonce le capitalisme dans son incarnation néolibérale, on dénonce le capitalisme qui a un niveau de conflit d'intérêts trop fort entre les élites économiques et le gouvernement. Parce qu'il y a un cas du Honduras qui m'a beaucoup fait penser à ça, c'était le cas du pillage du Fonds de sécurité sociale. Un cas qui, voilà, grosso modo, il y a de l'ordre de 300 millions de dollars, il me semble, qui ont été pillés du Fonds de sécurité sociale du Honduras, si je ne me trompe pas. Et je me demande qu'est-ce qui se serait passé si le système de santé aurait été privé. C'est un exercice intellectuel difficile à faire, mais moi, ce que je me suis dit, c'est que sûrement les prix auraient été plus élevés, donc il y aurait effectivement une partie de la population qui aurait été évincée du marché. Mais si on est face à des institutions publiques aussi corrompues, si on est face à des institutions que l'on ne peut pas réguler, est-ce que c'est vraiment mieux d'avoir du public au lieu que du privé? Est-ce que le secteur privé ne peut pas être un outil au service de la population? Et comment est-ce que le cadre institutionnel doit être pour que ceci se fasse? Bon. Je suis d'avis souvent que, malgré les postures politiques, je puisse savoir que lorsqu'il s'agit d'un service tel que la santé ou l'éducation, ça doit, par sa nature même, je pense que ce sont des services qui doivent revenir à l'État, pour ainsi dire. L'État qui est censé être la condensation de ce que éventuellement désire un peuple dans une nation, pour ainsi dire. Or, on sait, bon, l'État, ce n'est pas toujours ça, hein. L'État, c'est aussi une condensation de rapports de force entre différentes classes. Mais je ne suis pas en complet désaccord avec toi non plus, dans le sens où, même si je persiste à croire que un changement, peut-être, ça mettra du temps, hein, parce que éradiquer la corruption, c'est un processus long et difficile, et même plutôt traître, car on aurait tendance à se dire, bon bah, si on veut tout recommencer de zéro, alors tout le monde dans l'administration doit être évincé, pour ainsi dire, alors qu'il n'y a pas forcément tout le monde qui est corrompu. Je pense peut-être que au niveau de la gestion, ça doit être l'État. Après, cependant, il peut y avoir des alliances entre le privé et le public. Je pense peut-être
peut-être dans le sens où surtout au niveau de la couverture médicale en fait. Peut-être pas tellement dans le sens des médicaments, car dans ce sens-là, je sais qu'il y a eu énormément de fraude et même des particuliers chefs d'entreprise qui étaient députés aussi, qui avaient leur propre entreprise de production pharmaceutique, qui ont tout simplement créé et fabriqué de faux produits juste pour pouvoir les écouler. Dans ce sens-là, en laissant cette tâche-là d'approvisionnement des médicaments à des sociétés privées, on peut peut-être espérer effectivement avoir une meilleure qualité pour le coup. Voilà. Je ne veux pas faire de peine, mais je suis Fabien Cohen de France Amérique Latine, secrétaire général. Je pense qu'il ne faut pas faire dévier trop le débat. Je pense que la problématique qui est évoquée là, moi je suis un spécialiste des questions de santé, je serais tout à fait à même de répondre aux questions qui sont posées et totalement d'ailleurs dans une autre logique. Mais je pense que ce n'est pas l'objet. L'objet de notre soirée aujourd'hui, c'est quelle solidarité pouvons-nous concrètement faire avec le Honduras. Il ne s'agit pas de dire aux Honduriens ce qu'ils doivent faire, et s'il y a des Honduriens dans la salle, je les invite à se rencontrer pour travailler pour leur propre pays. Nous ici, en termes de solidarité, et qu'on soit Hondurien ou latino-américain ou européen, de quel que soit notre attachement que l'on peut avoir, on est là ce soir parce qu'on pense que la situation au Honduras n'est pas qu'une situation spécifique du Honduras. Elle est emblématique de la manière dont on le voit bien aujourd'hui avec Dilma Rousseff, telle qu'elle est en train de se faire virer. Quoi qu'on puisse en penser, c'est un coup d'État institutionnel. Il y a eu un coup d'État institutionnel du même genre au Paraguay, on l'a eu connu en Honduras, et qu'on voit bien que petit à petit, ce qui se passe au Venezuela et ailleurs nous amène à une situation de renversement politique souhaité par les États-Unis et par les multinationales. Donc on est dans une situation qui est grave, elle est emblématique parce que c'est la figure de Berta Cáceres qui a été pris en grippe, qui a été pas seulement mis en danger, mais qui a été tué, et que, comme tu le disais tout à l'heure, c'est pas une, je ne sais plus qui c'est qui le disait tout à l'heure, c'est des centaines de gens qui sont aujourd'hui tués, assassinés. Donc la question qui nous est posée ce soir, c'est dans ce contexte-là, alors que notre gouvernement, y compris même s'il l'a dénoncé, il n'en reste pas moins qu'il ne fait rien, comment on fait aujourd'hui pour nous opposer, rendre public, parce que les gens en France ne connaissent pas cette situation, ils ne savent pas les choses. Donc voilà un petit peu ce que je crois qu'il serait intéressant que l'on puisse mettre en évidence à partir des expériences de chacun. Il y a, je reconnais dans la salle un certain nombre de gens susceptibles de parler effectivement d'autres problématiques, et je vais couper. Voilà. Oui, moi je voudrais savoir. Oui, pardon. 2 minutes. En fait, je voulais dire si c'est possible de faire une institution supranationale qui juge les multinationales et les gouvernements corrompus, en fait. En fait, on peut dire que, je ne sais pas comment on peut ça, comment commencer. Oui, comme vous savez, en Amérique latine et l'Amérique centrale, on a toujours presque les mêmes problèmes. Je voudrais dire que les coups d'État qu'il y a eu en Honduras, c'était un coup d'État qui s'appelle, en fait, c'est une nouvelle tendance de coups d'État, après, ça s'appelle golpe blando. Parce que ce n'était pas un coup d'État traditionnel que sont les militaires, ils ont pris le pouvoir. Non, c'était l'Assemblée, à travers de l'Assemblée nationale qu'il y a eu un coup d'État. C'était en fait un modèle qui commence à appliquer, merci. C'était un modèle qui commence à s'appliquer. Après, c'était Lugo, le président Lugo. Et maintenant, malheureusement, c'est Dilma Rousseff. Effectivement, il y a un phénomène. Malheureusement, c'était Honduras la première victime, mais c'est un nouveau modèle ça. Par rapport à votre question, oui, effectivement, on a beaucoup de choses en commun pour consolider une chaîne de solidarité ou une plateforme en Internet. Il y a beaucoup de voies de lutte. Et bon, il doit se mettre en accord pour faire une chose comme ça, effectivement. D'ailleurs, il me semble que la rencontre internationale du 13-14 avril tendait aussi vers cette convergence. Quelle réponse collective
ayant les mêmes problématiques, pouvons-nous apporter pour qu'il y ait une visibilité aussi de ces problématiques au niveau international, parce que bon, on le sait tous ici, on connaît aussi un silence médiatique assez flagrant, que ce soit au Honduras, au Paraguay, voilà, Mexique, Colombie, Pérou. Voilà. Non, c'était juste pour dire. Merci aux intervenants et au collectif Alerte Honduras pour leurs interventions, les informations. Il y a un aspect que je crois qui n'a pas encore été touché ce soir, c'est simplement le fait que Bertha se définissait elle-même dans une lutte anticapitaliste, antiraciste et antipatriarcaliste. Donc, quand on dit que Bertha a été assassinée, mais le Honduras résiste, on peut ajouter, pas seulement le Honduras, bien sûr, on espère, non, toute l'Amérique latine et même le monde, mais en particulier, on ne peut pas éviter de faire le lien. Bertha est présente parmi nous, elle a été notamment hier, lors de la remise du prix Goldman à Maxima Acuña, qui est donc une des icônes de la résistance contre le projet Conga à Cajamarca. Entre ces deux femmes, on ne peut pas évidemment oublier de faire le lien, ce qui les unit, comme d'ailleurs avec Rosa Sara Waman de Cañaris, comme on l'avait fait lors de la présentation du film. Ces femmes sont des symboles, mais elles représentent toutes les femmes anonymes qui sont en première ligne dans tous les combats, dans toutes les luttes pour la défense des droits environnementaux et des droits humains en Amérique latine. Et des peuples indigènes. Des populations indigènes, absolument, mais peut-être pas uniquement, non, mais notamment ça. Enfin, en tous les cas, pour ce qui est de Bertha et de Maxima et de Rosa Sara, oui, elles représentent justement ces luttes, elles sont vraiment en première ligne, et elles luttent pour la défense de l'eau, pour la défense des territoires ancestraux, pour la défense des connaissances ancestrales, et elles luttent pour la santé, pour la vie, pour la vie et pour l'avenir. Et c'est pas hasard si ce sont toutes des femmes qui sont d'abord mères, non, à peu près dans la même tranche d'âge, ces trois femmes, non. Et elles défendent, elles le disent elles-mêmes, l'avenir. Elles pensent à l'avenir en défendant la planète, en défendant l'eau, en défendant les ressources naturelles. Parce qu'elles sont mères, parce qu'elles pensent à l'avenir de leurs enfants, mais pas seulement, elles pensent à l'avenir de leur communauté et à l'avenir de la terre-mère. Ça, c'est évident. Ces femmes ont un courage, une détermination incroyable. Comme le disait Maxima Acuña lors de son discours, qui n'en était pas un d'ailleurs hier aux États-Unis, elle a chanté et elle a simplement dit qu'elle n'avait pas peur. Elle n'avait pas peur de mourir. Elle le répète toutes, justement, parce qu'elle pense à l'avenir. Donc, moi je suis très sensible à ça. Quand on regarde, elles ont toutes une fille, enfin, les valeurs passent de mère en fille. Et si on regarde Bertha Isabel, les discours de Bertha Isabel, si on écoute les discours d'Isadora pour Maxima ou de Fabiola pour Rosa Sara, toutes reprennent la lutte et reprennent le flambeau. Ça, c'est intéressant à remarquer, non, comment ces valeurs se transmettent de génération en génération, et notamment de mère en fille. Et là, moi, je suis particulièrement sensible à la lettre là, qui vient d'être distribuée de la mère de Bertha, qui, elle, nous donne des indications précises sur ce qu'on peut faire ensemble ce soir. À savoir, un communiqué de solidarité exigeant, bien sûr, la justice pour Bertha. Elle demande une commission d'enquête. Il faut relire son dernier paragraphe. Moi, j'y adhère totalement. Nous y adhérons, je pense, totalement. Elle demande une commission indépendante dans laquelle participeraient justement les membres de la famille. Elle demande le respect de l'accord 169 de l'OIT et que soient protégées, que soient interdites les concessions, etc. On peut, à partir de ce document, reprendre et même peut-être, même ce soir déjà, rédiger un communiqué unitaire entre les différentes organisations qui sont présentes ici. Merci. Ah, merci.
crois qu'il y a la manifestation du 1er mai. Ça serait bien qu'il y a toujours un cortège latino-américain et que dans ce cortège latino-américain, on mette en avant des figures comme Berta, Maxima, etc. pour montrer qu'elles sont vivantes encore et elles sont avec nous. Voilà. Je pense que le 1er mai, je ne l'ai pas tué en fait. Quand j'ai dit elles sont vivantes encore, c'est elles sont vivantes au sens elles luttent. Elles luttent. Merci beaucoup. Bonsoir. Moi, je suis l'ambassadeur du Honduras ici à Paris. Je n'ai pas été invitée à cette intéressante initiative. J'ai des documents en espagnol. Seulement, j'attends votre accord pour que vous puissiez après le donner. C'est des documents à propos de tout l'appui que notre gouvernement, le gouvernement du Honduras, est en train de faire pour justement trouver les gens, les circonstances et tout ce qui s'est passé avec cette grande dame. Parce que notre compatriote Berta, c'est ça. Elle est née comme ça. Vous avez parlé de sa mère. Moi, je n'ai ici ce que vous avez donné. Merci infiniment. Et c'est ça. Elle est née comme ça. Ça vient de sa famille. Et on l'a reconnue comme ça. Malheureusement, je n'étais pas invitée ici, cette soirée, mais je me suis invitée. Et je me sens vraiment touchée, vraiment, pour tout ce que vous disiez, pour toutes nos vidéos et tout. Et c'est vraiment, ça vient de vous, même si c'est des Français que vous êtes ici, et des Latino-Américains que nous sommes ici. Mais ça devient de nous. La France, ça a été toujours notre petit frère, ou autre soeur, ou nous, à elle. Nous sommes de la même famille. Et par rapport, pas parlons de la politique, mais la France, elle a toujours eu cet espoir, des années et des années, la défense des droits humains, des droits de l'homme, des droits de la femme, de tout. Et ce que vous faites ici, c'est justement ça. Donc, je me permets seulement de manifester vraiment. Merci. Franchement, et j'ai pas eu l'opportunité, parce que c'était hier après-midi, et je me suis rendu compte de ça, et j'ai téléphoné à France, Amérique latine, et si je pouvais être ici. Et comme c'était une invitation ouverte, moi je me trouve ici. Mais je n'étais pas invitée. Mais j'ai des documents, je vais vous donner, pour tous, ce que le gouvernement du Honduras il est en train de faire. Merci, merci beaucoup. On avait une question. Et voilà, ils vont vous distribuer, si vous le permettez. Bien sûr. Je m'excuse encore parce que c'est des documents en espagnol. Mais je n'ai pas eu le temps. Mais merci infiniment, merci à la France, merci à tout le monde entier qui est ici, parce que vous êtes nombreux de tout le monde. Et infiniment, je suis vraiment, comme je vous dis, je n'étais pas invitée, mais je me sens compris. Je profite donc de votre présence pour que vous demandiez très officiellement, au nom de France Amérique Latine, et je pense de toutes les associations, Alerte Honduras et les Honduriens d'une manière générale, à ce que toute la lumière, la clarté soit faite sur la disparition, l'assassinat de Berta Cáceres. Nous avons aujourd'hui toutes les inquiétudes de penser que ce n'est pas véritablement la situation dans laquelle nous nous trouvons. Donc on entend bien sûr votre voix et on ne la remet pas en cause, mais on aimerait que dans la semaine qui vient,
nous puissions peut-être vous rencontrer à l'ambassade et voir avec vous comment concrètement le gouvernement fait pour faire en sorte que réellement nous ayons des réponses à nos questions. Et dans les réponses à nos questions, il y a effectivement quels sont les moyens de la démocratie. Actuellement, France-Amérique latine, avec d'autres, on a des représentants au Honduras qui sont en train de faire une mission de reconnaissance pour voir comment ça se passe là-bas et quelles sont les difficultés qui sont rencontrées. Nous savons qu'il y a des gens qui sont en extrême danger. Donc comment on fait en sorte que, ce que disait notre ami tout à l'heure, c'est que l'Honduras ne soit pas le pays le plus meurtrier en temps de paix. Voilà, c'est ça les questions qu'on voudrait que le gouvernement nous réponde du Honduras. Et donc, voilà, on est demandeur d'une entrevue avec vous-même, l'ambassadrice et l'ambassade, de manière à faire en sorte que dans les semaines à venir, nous puissions discuter tranquillement ensemble, parce qu'on ne peut pas le faire dans une grande salle, on vous a entendu, on va entendre chacun. Je pense que c'est bien que la parole circule, c'est l'objectif. Mais voilà, nous sommes en demande d'un rendez-vous. Je suis Fabien Cohen, je suis secrétaire général, donc n'hésitez pas et on vous recontactera si vous en étiez d'accord. Merci.